également? Oui, tout à fait. Merci bien. Merci et bienvenue. Donnez-moi une seconde, je vais juste lancer la présentation. Hop. Voilà. C'est un travail collaboratif avec Anne-Sophie Benz, avec Marta Jaruszewicz, Ksenia Homel, Magdalena Lesińska. Moi, je m'appelle Agnieszka Fiel. C'est un projet qui porte surtout sur les relations entre les deux diasporas, ukrainienne et biélorusse, et sur la vie associative de deux diasporas dans deux pays d'accueil. Donc, ce contexte est très important, France et Pologne, les deux contextes différents avec deux diasporas, enfin, avec l'histoire de diaspora et le développement de deux diasporas différents. Moi, je vais parler pendant 35, maximum 40 minutes. Je vais vous présenter les résultats de notre étude. Cette présentation portera sur 4 sujets principaux, c'est-à-dire l'ampleur de la mobilisation en 2022, la montée de l'identification nationale de deux diasporas, l'engagement de deux diasporas en tant qu'une représentation politique, et pour finir, le sujet qui vous intéresse, j'imagine, le plus, les rapports entre les deux diasporas. Le contexte de l'étude porte sur deux moments critiques qui construisent la diaspora en tant que phénomène social, qui renforcent les identités nationales. Pour la Biélorussie, ce sont l'élection frauduleuse de 2020 qui a suscité les manifestations massives, et puis la répression et l'émigration de 100 à 150 000 personnes qui se sont installées en Lituanie, Pologne et aussi Ukraine. Puis en Ukraine, il y avait une chaîne des événements très importants à partir de Euromaïdan, qui a été suivie par la guerre en Donbass et en Crimée, et puis l'invasion de l'Ukraine, l'invasion massive ou la guerre massive, c'est que soulignent les Ukrainiens parce que pour eux, la guerre était déjà là depuis 2014. Et puis l'implication de la Biélorussie, du régime de Loukachenko dans cette agression de la Russie contre l'Ukraine, Loukachenko qui a rendu le territoire du pays disponible pour le transport militaire de la Russie. Les missiles russes sont toujours tirés du territoire de Biélorussie, et comment ça impacte les rapports entre les deux diasporas. Ce projet s'inscrit dans ce qu'on appelle Homeland Politics, c'est-à-dire aussi l'engagement de migrants dans les affaires du pays d'origine. Or, la situation de la diaspora ukrainienne ici est sans équivoque. Ils sont pour leur pays, ils sont comme en porte-parole de l'Ukraine et des Ukrainiens en Ukraine, alors que la situation de la diaspora biélorusse est plus difficile et plus complexe parce que eux, ils sont contre le régime autoritaire. Ils sont en faveur d'appliquer des sanctions envers le régime de Loukachenko, le pays de Biélorussie. Et ils sont toujours avec le leader d'opposition politique, mais cette opposition politique agit surtout sur la scène politique de haut niveau transnational au sein du Parlement européen, aux États-Unis, sur le niveau des gouvernements et pas sur le niveau local avec les minorités. Enfin, je ne veux pas dire pas, mais moins en contact avec les minorités, les diasporas biélorusses au niveau local. Et pour finir ce contexte conceptuel, cette étude s'inscrit aussi dans ce qu'on appelle Political Opportunity Structures, qui
qui impactent les sanctions, les actions stratégiques dans un certain contexte social avec le pays d'origine, avec le pays d'accueil et avec de nombreux acteurs dans le pays d'accueil, comme par exemple d'autres diasporas. Or, en Pologne, nous avons les deux diasporas bien établies, bien développées, assez considérables, les deux, alors qu'en France, c'est toujours la diaspora post-soviétique, pas forcément russe, mais post-soviétique, qui était jusque-là dominante. Et en référence avec ce contexte de l'étude, je vais soulever quatre questions, c'est-à-dire comment les deux diasporas ont-elles réagi à la crise politique et humanitaire en 2022? Quel type d'actions ont été entreprises? Comment l'ampleur et la portée de la mobilisation a changé en raison de la guerre? Pour la diaspora biélorusse, de quelle manière les activités humanitaires aux Ukrainiens ou aux exilés de l'Ukraine sont-elles corrélées avec des activités anti-régime? Puis, les identités nationales, comment la guerre a changé la perception, l'auto-perception de communautés post-soviétiques ou russophones à s'orienter vers le national. Puis, la représentation, enfin, peut-être pour l'identité nationale, c'est plutôt sans équivoque pour les Ukrainiens. Il y a certaines qui parlent toujours russe. Il vient de l'Est, c'est plutôt une culture plus populaire, considérée comme inférieure, mais ils ont tous eu la langue ukrainienne à l'école, alors que pour les Biélorusses, c'est pas si facile que ça parce qu'ils parlent en majorité toujours russe. Donc, comment cette mobilisation a changé cette pratique? Et puis, comment l'implication du régime de Loukachenko dans la guerre a-t-elle affecté les actions menées par la diaspora biélorusse et les relations entre les deux diasporas? Comment cette interaction a commencé, a évolué? Est-ce qu'il y avait peut-être une coopération, une transmission de savoir-faire, vu que la diaspora biélorusse a commencé à se mobiliser 2 ans avant, en 2020, alors que donc ils avaient eu déjà une certaine expérience en 2022, en 2022. La méthode, nous avons commencé par une recherche documentaire sur le site d'Internet, les réseaux sociaux, sur différentes organisations diasporiques, parce que l'étude porte sur les associations et en Pologne aussi les fondations diasporiques. On a surtout fait le content analysis de leurs objectifs, de leur histoire, de type, de la portée des activités. Et puis, on a choisi 25 associations. On a essayé de choisir un groupe des associations les plus diversifiées possibles, y compris les minorités et les migrants les plus récents. Et on a fait 25 entretiens approfondis avec des représentants, surtout dans la majorité des cas, les leaders des organisations diasporiques, en France et en Pologne, la moitié en France, la moitié en Pologne, depuis février 2022, depuis novembre 2022 jusqu'au février 2023. Et puis, 4 points qui montrent les résultats. Or, la mobilisation en ce qui concerne la diaspora ukrainienne était massive. Chaque ville
chaque petite ville a été mobilisée. C'est aussi grâce aux réseaux sociaux que les gens puissent se connecter avec d'autres migrants et avec des anciennes minorités. Donc, on voit bien cet soulèvement massif, surtout en France, parce que en Pologne, c'était déjà en place un peu avant 2022. Et comme Hervé Agneau, il a compté une fois, il y avait en France plus que 370 nouvelles associations établies en France après février 2022 qui incluent le mot Ukraine ou ukrainien dans le nom de l'association. On peut voir la mobilisation dans des groupes de migrants très différents, c'est-à-dire y compris les anciennes minorités, la deuxième génération par exemple, mais aussi des migrants qui se sont établis depuis des années ici, qui sont déjà mariés avec un Français et une Française, mais aussi des migrants tout à fait très récents qui parlent à peine français, qui sont venus il y a 2, 3, 4 ans en France, qui n'avaient jamais eu l'expérience avec la vie associative et qui étaient, comme il le souligne, comme des aveugles sur la vie associative et la vie d'organisation. Une femme, elle m'a écrit d'une petite ville, d'ailleurs, elle m'a écrit que comment l'idée et la décision de créer une association avec d'autres femmes ukrainiennes s'est fait. Elles sont toutes venues au moment de l'éclatement de la guerre sur un parking. Elles ont attendu un monsieur, un livreur qui faisait les allers-retours entre France et Ukraine pour délivrer les colis. Et elles ont tellement dans un état de choc et colère qu'elles ont dit il faut faire quelque chose, on va établir une association. Et c'est comme ça que des personnes, même en province, ont commencé à se mobiliser et à établir des associations. En ce qui concerne des organisations plus anciennes qui ont été déjà établies avant 2022, beaucoup d'entre elles, elles ont changé des objectifs et elles se sont réorientées vers des actions humanitaires. À ce point-là que beaucoup d'entre elles devaient changer le statut des organisations, donc une démarche administrative. Et alors, en France, on a vu deux axes principaux de ces actions, surtout le convoi vers l'Ukraine et puis les manifestations pour sensibiliser la société d'accueil. Une personne, elle a dit que la diaspora ukrainienne, elle a eu peur que les Français, là je cite, s'habitue à la guerre et oublie la situation en Ukraine. Nous avons été positivement surpris car nous nous souvenons encore que lorsqu'en 2014, la Russie a attaqué l'Ukraine, il y a eu quelques manifestations, mais ça n'a été discuté que pendant quelques semaines. Donc, pour eux, c'était primordial de renforcer ce sujet dans les médias et dans la société, dans l'opinion publique française. En Pologne, les objectifs, les deux axes principaux étaient un peu différents parce que pour deux raisons. Déjà, les Ukrainiens ne doivent pas convaincre les Polonais que la guerre est là, c'est quelque chose de grave qui se passe juste à côté. Les Polonais, ils ont peur. Donc, du coup, il n'y avait pas vraiment besoin de cette sensibilisation de la société. Alors, la deuxième raison, c'était
un flux massif très immédiat de réfugiés. Du coup, les deux axes des actions, c'était surtout l'accueil des nouveaux arrivés en Pologne et les convois vers l'Ukraine. Les associations étaient complètement débordées par ce besoin de l'accueil et puis ils parlent de plus en plus de le besoin d'intégration des nouveaux arrivés en Pologne. Ils n'avaient pas quoi faire, mais au début, ils doublaient leurs actions, mais après, ils se sont commencés très souvent avec l'aide des autoritaires locales, des villes principales, de se coordonner. Mais au début, vraiment, ils ne savaient pas quoi faire, quoi ne pas faire, comment ne pas se doubler. Et il faut aussi dire que la mobilisation de la diaspora biélorusse pour des exilés de l'Ukraine était aussi énorme, un peu moindre pour des raisons démographiques. La diaspora biélorusse est beaucoup moins nombreuse, mais ils se sont aussi mobilisés dès le début, je vais en parler encore, pas seulement pour des personnes d'origine biélorusse qui venaient de l'Ukraine, parce qu'il y avait une minorité biélorusse en Ukraine, mais aussi pour des exilés d'origine ukrainienne de l'Ukraine. C'était eux qui étaient les premiers à donner à organiser l'aide humanitaire à la frontière polono-ukrainienne. C'est eux qui ont équipé le bataillon Kalinowski en Ukraine. C'est un bataillon qui est biélorusse, qui fait le combat en Ukraine à côté de forces nationales de l'Ukraine contre les Russes. Mais comme ils ne font pas la partie de l'armée ukrainienne, ils ne sont pas équipés par l'armée. Donc c'est la diaspora biélorusse qui a fourni beaucoup d'équipements à ce bataillon-là. Bien sûr, ces événements, ils ont monté l'identité nationale. Ce qu'on observe dans la diaspora ukrainienne partout, c'est le rejet total de la langue russe. C'était la décision. Il y avait certaines personnes qui ont déjà rejeté la langue russe en 2014 après Euromaïdan, mais en 2022, c'était un phénomène total qui concernait aussi ceux les Ukrainiens de l'Est du pays pour lesquels la langue russe était la première langue. Et c'était le changement conscient, spontané, naturel, d'un jour à l'autre, dans la cuisine, c'est-à-dire dans la vie privée. Et c'était aussi un changement très, très volontaire parce que ils avaient envie de parler ukrainien, ils avaient besoin de se sentir dans ce contexte ukrainien, ils avaient la volonté la volonté de qui nous sommes. En même temps, la contestation du colonialisme russe, le mot du colonialisme apparaît très souvent dans notre entretien. C'est le mot qu'on n'a jamais utilisé, parce que je viens du même cercle culturel quand même, on n'a jamais utilisé dans la langue courante, alors qu'on utilise très souvent maintenant, et ce sont les Ukrainiens qui utilisent ces mots très souvent. Et ils portent cette réflexion sur l'histoire et sur le développement de leur nation et de leur tradition en opposition avec le régime de la Russie, en opposition avec l'invasion et le colonialisme russe. Donc, ils portent cette réflexion sur le dernier siècle.
Mais en même temps, moi, j'ai remarqué parfois des stéréotypes au sein de la diaspora ukrainienne concernant d'autres Ukrainiens, surtout ceux qui viennent de l'Est. Comme je vous ai dit, cette culture de l'Est avec la langue russe est toujours considérée comme la culture plus populaire, plus basse que cette culture ukrainienne du centre du pays et de l'ouest du pays. Et une personne de l'association ukrainienne en France, elle m'a dit, alors c'est bien sûr une tragédie pour ces gens-là, pour des exilés, qu'ils devaient partir, fuir leur maison et venir par exemple en France. Mais pour nous, la diaspora ukrainienne en France bien établie, entre guillemets, c'est quelque chose de bien parce que ça va peut-être nous permettre de les civiliser, c'est-à-dire adapter à la culture ukrainienne et de les ukrainiser, donc de les rendre plus ukrainiens. Donc, cette personne, elle n'a pas tourné autour du pot. Vous voyez, le message, d'un côté, la montée de l'identité nationale est très volontaire, mais de l'autre côté, la diaspora, elle crée beaucoup d'opportunités, possibilités, et ils voient ce qui se passe comme une opportunité de renforcer cette identité nationale. En ce qui concerne la représentation politique de diaspora, quand je vous ai dit côté ukrainien, c'est assez clair. La diaspora en France constitue un pont entre l'Ukraine et l'Europe. Ils représentent leur pays. Ils veillent que l'image, l'opinion sur l'Ukraine, les Ukrainiens soient favorables. Il combat le stéréotype, il combat les fausses news, il combat la rhétorique de la Russie. Il se voit comme un troisième front dans le combat. Le premier front, ce sont les combattants, les combattantes en Ukraine. Le deuxième front, ce sont tous les civils qui sont restés en Ukraine et qui aident aux combattants. Et le troisième front, c'est nous, ici, en diaspora, en dehors de l'Ukraine, qui faisons le relais, qui apportons une aide morale, financière. Cette aide est très appréciée dans le pays d'origine et chacun apporte quelque chose d'important. On se bat pour notre liberté, pour l'avenir. Et quand vous regardez par exemple les slogans de manifestations régulières des rallyes organisés à Paris, ce sont toujours les slogans qui portent sur la thématique européenne, qui sont adressés plutôt à la société française et qui met en cause, bien sûr, Russie, par l'orthographe du mot Russie original de minuscule. Et vous pouvez voir, c'est surtout la société française qui est adressée ici. Alors qu'en Pologne, la diaspora se voit plutôt comme le conseil juridique, la représentation des migrants, des réfugiés devant les autorités polonaises, locales et centrales du gouvernement. Pour eux, le plus important, c'est lutter contre l'abus et la discrimination sur le marché du travail, qui est toujours très répandu en Pologne. Il fait du lobbying pour établir une représentation stable. Il cherche de faire des structures stables pour que le droit des migrants et la situation de migrants soient discutés avec les autorités polonaises
et que les organisations de diaspora soient les partenaires et pas les sujets de décision des autorités polonaises, alors qu'ils reprochent les autorités que pour l'instant, ils ne sont pas les partenaires. Donc, vous pouvez voir, c'est l'étape plus peut-être pas avancée, mais le contexte de polonais est complètement différent, d'autant plus que la Pologne n'assume toujours pas que c'est un pays d'immigration. Côté biélorusse, la représentation politique, c'est un sujet super délicat. Comme je vous ai dit, ils sont contre le régime autoritaire, ils sont pour les sanctions, ils apprécient des initiatives de leurs leaders politiques, mais quand ils assument les activités de ce leader Tsikhanouska du gouvernement d'opposition, se sont orientés dans d'autres directions, c'est-à-dire sur ce top niveau de la politique européenne et mondiale. Dans les deux pays d'accueil, des rapports sont assez corrects avec des autorités, mais les Biélorusses sont plutôt incompris par la société. Une personne se présente en tant que Biélorusse, alors toujours la réponse d'un Français, une Française, toujours, alors c'est russe, c'est ça? Alors cette personne a cessé de se présenter en tant que Biélorusse, elle se présente en tant qu'Ukrainienne maintenant. Mais donc, eux, ils se sont un peu, voilà, incompris. De troisième côté, si je peux dire ça, il voit que c'est le moment de la mobilisation pour l'Ukraine. Il faut un tout petit peu oublier la question biélorusse. Ça veut dire qu'il soutient toujours les prisonniers en Biélorussie, leurs familles, le bataillon Kalinouski, il soutient toujours les exilés biélorusses, mais il s'engage, cet engagement s'est multiplié par 3-4 fois en comparant avec la période avant de la guerre 2022. Il faut s'engager pour la cause ukrainienne et un peu parler moins de la question biélorusse, même si la victoire de l'Ukraine créera une chance pour un changement de régime en Biélorussie. Sans la victoire, il n'y a pas de question que le régime en Biélorussie soit affaibli. Alors, le rapport entre les deux diasporas, sachant que pour certains Ukrainiens, le Biélorussie reste un pays agresseur. Ici, c'est un sujet très délicat et il faut distinguer entre les premiers moments après l'agression et les mois suivants, parce que ces rapports, ils ont évolué, heureusement. Il faut distinguer entre des exilés et des anciens activistes. Et il faut distinguer entre deux contextes, France et la Pologne. En Pologne, le sujet est devenu tellement sensible qu'on n'a presque rien enregistré parce que les gens ils voulaient, ils permettaient pas d'enregistrer, ils demandaient d'éteindre l'enregistrement à cette question-là. Ils ne voulaient pas en parler, plutôt les Ukrainiens. Donc, ce que je vous montre, c'est plutôt les résultats de la France, mais aussi quelques résultats de la Pologne où les gens ils ont permis d'utiliser leurs mots. En ce qui concerne des exilés, pour eux, beaucoup d'entre eux, ils n'étaient pas au courant avec la situation en Biélorussie et surtout la répression politique. Loukachenko, d'ailleurs, était assez populaire comme un politique en Ukraine. Donc, pour eux, les Biélorusses étaient vraiment les complices de Poutine.
Alors, pour des activistes qui travaillaient bien avant la guerre de 2022 avec d'autres activistes biélorusses, la situation était plus claire, mais pourtant, ils ont diminué la collaboration avec des activistes biélorusses parce que la collaboration publique pouvait susciter la controverse, surtout dans les premiers mois après l'éclatement de la guerre. Pour tout le monde, pour les exilés, ils étaient plutôt méfiants, hostiles. Ils ne voulaient pas, par exemple, être hébergés par les Biélorusses. Pour les activistes, les rapports, ils disaient que les rapports sont difficiles, qu'il y avait un blocage émotionnel de leur part et qu'il n'y avait pas d'espace pour le dialogue. Ils ont accusé les Biélorusses que eux, ils font les victimes, qui disent nous aussi, nous avons aussi souffert, qu'ils ne font pas la déclaration claire et ferme sur la guerre, sur l'occupation de la Crimée, sur Poutine, le rôle de Poutine, il manœuvre un peu comme ça, il essaye de ne pas être trop agressif. Et nous attendons une déclaration ferme sur tous ces sujets-là, y compris le Donbass, la Crimée. Qu'il désapprouve la guerre et le régime de Loukachenko. La perspective biélorusse, il faut avouer qu'en Pologne, beaucoup d'activistes ont hésité dans les premières heures et jours de la guerre. Ils avaient peur, ils hésitaient ils étaient comme tétanisés, ils voulaient rien dire, rien faire. Mais heureusement, d'autres activistes ont pris la parole, ils ont commencé l'aide humanitaire à la frontière, aux gares des grandes villes polonaises. Ils ont commencé la mobilisation, les manifestations. Donc, cette option a gagné chez les Biélorusses. En France, la réaction était immédiate et plutôt sans équivoque. Ils ont organisé les premières mobilisations en faveur de l'Ukraine, ont été mobilisées, je ne parle pas de Paris, mais d'autres villes, ont été organisées par les Biélorusses parce qu'eux, ils savaient faire déjà. Ils savaient qui contactaient à la préfecture, à la mairie, les médias, ils avaient leur réseau. Donc, ils savaient faire, mobiliser, organiser une manifestation, ils savaient organiser les convois humanitaires, le hébergement il faut organiser d'un jour à l'autre. Et c'était les Biélorusses qui ont montré aux Ukrainiens, même si les Ukrainiens en France étaient aussi très réservés, ils ne voulaient pas trop de l'aide des Biélorusses, mais quand je vous ai dit, les Biélorusses, ils n'ont pas lâché, ils ont tellement frappé à la porte que les Ukrainiens, ils ont commencé à leur faire confiance. Les Biélorusses, ils disent, j'adore ce mot qu'ils utilisent, l'expérience, le savoir-faire, ça se partage. Les frais, ça on mutualise, n'est-ce pas? Parce que ce sont les mots qui montrent la collaboration, le partage, la mutualisation. Les deux dernières citations. C'est une citation d'une personne qui est d'origine biélorusse, qui qui est toujours l'activiste dans une association très intéressante qui réunit les Biélorusses, les Ukrainiens et les Russes oppositionnistes en Pologne.
et qui ont bien travaillé ensemble avant 2022, avant 2020. Ils se connaissaient bien déjà avant les élections de 2020 en Biélorussie. Elle décrit la situation après 2022, après le février 2022 comme ça. Des Ukrainiens, pour eux, il était difficile de garder les contacts avec nous, les Biélorusses, même s'ils savent que nous n'en sommes pas coupables. La même chose était avec moi jusqu'en 2020. J'ai travaillé avec des militants russes, des gens formidables, mais en 2020, c'est devenu dur pour moi. Je les ai quittés, je voulais me sentir uniquement dans le contexte biélorusse. L'autre citation qui vient de la France, c'est une personne d'origine biélorusse qui a fondé une association biélorusse en France. On n'avait pas trop de confiance de la part des Ukrainiens. En fait, ils étaient comme dans leur petite bulle parce qu'ils vivaient dans un pays ordinaire. Ils ne s'intéressaient pas trop à ce qui se passait dans notre pays. Et là, d'un seul coup, ils étaient attaqués, c'était difficile pour eux, ils avaient cette douleur, cette peine, ils avaient forcément la rancœur contre tout le monde. Au début, on aurait pu être un peu plus efficace si on n'avait pas ce mur. Donc, vous voyez, il y a un peu de chagrin dans cette citation, il y a un peu de accusation même, en disant les Ukrainiens, ils étaient dans leur petite bulle, ils ne comprenaient pas ce qui s'est passé en Biélorussie. Mais elle finit par dire, si on n'avait pas ces murs au début, on pourrait être plus efficace pour organiser l'aide humanitaire en février 2022. Et pour conclure, c'est une citation très touchante que j'adore. Cet événement a eu lieu en Savoie. Il y avait une chorale qui réunissait avant la guerre des Ukrainiens, des Russes et des Français. Et avant le Covid, ce sont les Français qui sont partis de cette chorale. Avec le début de la guerre, c'est les Russes qui sont partis de cette chorale. Alors là, il n'y avait plus personne, il y avait juste quelques Ukrainiennes dans cette chorale et ils ne pouvaient pas se présenter pour une fête. Donc, les Biélorusses, ils ont rejoint cette chorale euh, euh, pour faire un groupe entier, pour le faire revivre, pour présenter la culture ukrainienne. Et c'est plus comme ça que ça marche. Les deux diasporas, enfin, ils collaborent. Euh, Chacun a son but, son objectif, se focalise surtout sur son pays d'origine, mais il collabore dans cette aide aux exilés et pour l'Ukraine. Donc, pour conclure, la mobilisation était générale. Et ce qu'on voit, ce qui est vraiment frappant, ce sont tous les groupes de migrants de travail, d'autres migrants qui se sont mobilisés. Réorientation vers l'aide humanitaire, aussi une représentation politique, représentation envers la société française. Mais la situation des Biélorusses reste très complexe et assez difficile parce qu'ils se sont toujours mal compris. Euh, euh, ils ont combattu la méfiance initiale des Ukrainiens, mais ce n'était pas facile. Merci. Merci Agnieszka. C'est fascinant, vraiment fascinant cette recherche. J'ai beaucoup de questions parce que j'ai moi-même travaillé pas mal il y a quelques années sur la diaspora polonaise post-guerre froide il y a énormément d'échos en fait. Mais je sais pas, je vais peut-être pas prendre la parole tout de suite. Est-ce qu'il y a des questions parmi l'auditoire? Vous levez la main. Hein.
Sinon, je peux commencer par en poser une. Il y a, comme souvent ces diasporas de la guerre froide, elles sont très fragmentées entre celles qui sont justement arrivées après après enfin, le lancement de la guerre froide et après la mise en place du mur de Berlin, d'une part, donc les dissidents, et la diaspora plutôt des nouveaux arrivants, y compris très récemment, il y avait quand même une population, même y compris de sans-papiers ukrainiens en France. Est-ce qu'il y avait déjà, avant la guerre, est-ce qu'il y avait des relations entre ces différents groupes ou pas du tout? Est-ce qu'ils s'ignoraient? Euh, mais tu veux dire entre les deux diasporas ou plutôt au Non, sein? non, là, je suis juste sur les Ukrainiens, Ah oui, ouais, éventuellement sur les Biélorusses aussi. Voilà. Entre ces générations de oui, migrants, est-ce qu'il y avait oui, oui. avant la guerre des relations? Oui, c'est depuis Ouais. Euromaidan en 2014 Ah, qu'ils ont ah. commencé, tu vois, les anciennes minorités qu'ils ont déjà eu de associations développées, bien établies, bien ancrées dans le contexte français. Ils ont commencé à attirer les migrants plutôt récents, mais on parle plutôt des années 2010. Ah, ah. 2010, oui. Il y a d'autres associations qui se sont développées en réaction de Euromaidan de 2014, qui ont réuni aussi des migrants plutôt récents, mais pas, tu vois, le tout récent, les migrants de travail qui sont Oui, un peu moins éduqués. Par exemple, oui. il y a une association médicale qui réunit le personnel médical qui envoyait tout ce qui est les instruments médicaux en Ukraine, dans une plutôt petite ville. Donc, ils ont travaillé au sein de la région. Mais donc, il y a certains groupes, mais plutôt bien éduqués, je dirais. Alors que cette mobilisation de d'autres groupes sociaux, ça s'est passé en 2022. D'accord. Ouais, ouais. Très bien. D'autres questions? Je vois Olga. Ah ben, ça y est. Olga. Bah, Pardon, merci, Agnieszka, tu peux peut-être enlever ton PowerPoint? Oui. Vas-y, Olga. merci beaucoup Agnieszka pour cet exposé. C'était pareil, comme Thomas, je trouve ça vraiment très très intéressant. Moi, j'avais plusieurs questions, en réalité vraiment beaucoup, beaucoup, mais bon, je vais peut-être en choisir quelques-unes. En fait, pour faire le lien avec ce que tu disais sur l'identité postcoloniale, moi j'avais une question en fait. Est-ce qu'ils utilisent vraiment le terme postcolonial ou est-ce qu'ils le décrivent autrement? Quel est le terme qu'ils utilisent pour parler de ça justement? Parce qu'on a eu il n'y a pas longtemps, je vois que Tania est là, Choukan, qui a participé aussi, qui a co-organisé donc ces journées d'études sur décoloniser la recherche et la pédagogie sur l'Ukraine, où on a discuté de cela, justement. Est-ce que les Ukrainiens eux-mêmes utilisent ce terme, décolonial, postcolonial, pour parler du contexte ukrainien et de leurs identités? Et il se trouvait que, en tout cas, c'est ça qui a été avancé par un certain nombre de participants, que c'était beaucoup justement la diaspora qui utilisait ce terme parce qu'ils considéraient en fait que c'était plus facile d'expliquer aux Français, par exemple, dans ces termes-là, ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Alors qu'en Ukraine, on parle de cela, on le décrit différemment dans d'autres termes, et c'est pas quelque chose de central en termes de terminologique justement, plus que dans le comment dire en fait dans le fond, mais en tout cas ce ne sont pas les termes qui sont vraiment prioritaires. Puis peut-être une dernière question aussi, parce que, encore une fois, moi, j'en ai plein, mais bon, on pourra peut-être en parler après. Mais aussi, tu as très bien montré donc, ce changement qui intervient après le mois de février 2022. Mais moi, je me disais, est-ce que ça vaudrait pas le coup de mettre l'accent sur l'évolution en un an et demi de ce qui se passe justement avec ces différents acteurs, de leur perception des choses, biélorusses et ukrainiens entre eux, vis-à-vis de la société polonaise, comment évolue en gros leur lutte, comment évoluent aussi leurs interactions.
Et aussi, est-ce qu'il y a peut-être un certain nombre de ruptures qui se tassent, en fait, qui interviennent tout de suite à cause de ce contexte émotionnel très fort, tout de suite après le début de l'invasion à grande échelle, et qui se tassent progressivement, et on voit un retour ou pas, justement, ça c'était ma question, d'un certain nombre de continuités dans les pratiques d'avant février 2022 et après février 2022. Moi, je pense ici, par exemple, que dans l'association dans laquelle je suis à Grenoble, l'association ukrainienne, il y a par exemple un certain nombre de personnes qui m'ont dit que voilà, elles ont arrêté d'aller dans une église orthodoxe de Grenoble pendant un moment, parce qu'en fait, c'est une église orthodoxe du patriarcat de Moscou. Et après, ils sont revenus dans cette église plus tard, parce que finalement, c'était important, parce que c'était des gens avec qui ils partageaient, voilà, d'autres personnes qui venaient, ils partageaient comme un certain nombre d'expériences, de valeurs communes. Voilà, alors que d'autres, au contraire, ont continué, enfin, ont complètement rompu, ils ne sont jamais revenus à cette église et ont commencé à aller dans d'autres églises ukrainiennes, pour le coup. Pareil, je pensais aussi à un certain nombre de personnes qui sont en fait un peu obligées de continuer un certain nombre de choses qu'en réalité, elles ne veulent pas continuer, mais sont un peu obligées parce qu'elles sont contraintes du point de vue professionnel. Moi, je pense par exemple aux enseignants de russe, enseignantes ukrainiennes de russe dans le secondaire. J'en connais un certain nombre à Grenoble qui sont obligées de continuer d'enseigner le russe, alors que au quotidien, elles ne pratiquent plus du tout le russe. Pour eux, en fait, c'est vraiment le veto total. Elles sont passées complètement à l'ukrainien. Et donc, en fait, elles sont obligées de faire, voilà, de trouver un juste milieu entre ces deux identités, identité professionnelle d'enseignante de russe et identité, justement, comme tu l'as bien montré, nationale, ukrainienne, que cette personne. Voilà, il y a plein d'autres exemples de ce type, mais voilà, est-ce que tu essayes de saisir aussi ces dynamiques? Agnieszka, je vois qu'il y a d'autres questions. Est-ce que tu veux d'abord répondre à celle d'Olga ou est-ce qu'on prend une série de questions? Non, d'autres questions aussi. Oui. D'accord. Donc, Ronan? Bonjour, merci beaucoup pour ton exposé. C'est vraiment très, très intéressant, puis très, une vision un peu globale qui permet de poser plein de questions. Moi, j'avais des questions, bon, plus évidemment sur le côté bélarus, sur la nature des associations. Parce qu'en fait, on a du mal à saisir quelles sont ces associations. Comme il y a 25 entretiens, donc ça fait un peu, et puis ça concerne l'Ukraine, Bélarussie. Je voudrais savoir un peu quelles sont ces associations, le lien avec l'appareil de Tikhanovskaya, et surtout la manière dont il se présente ou non comme porte-parole des Bélarusses en exil. Parce que là, la difficulté, c'est à partir du discours des associations d'en conclure que les Bélarusses agissent de telle ou telle manière, etc. Alors qu'au fond, on a une émigration qui est un peu éclatée, même en termes territoriaux. Et là, sur bon, je sais pas, je pense que c'est très difficile de l'avoir, mais connaître, par exemple, la distribution, la répartition des Bélarusses en France et en Pologne, parce qu'au fond, on a peut-être des endroits où il y a un aspect un peu communautaire, où on est regroupé éventuellement quelques quartiers, mais dans mon sentiment, c'est quand même très éclaté. On n'a pas un quartier bélorusse ou des villes nécessairement où c'est très, très regroupé. Donc il y a cette question en fait du degré de généralisation et de la portée de ce qu'on recueille auprès des associations concernant l'ensemble de ces Bélarusses. Ça, c'est une première question. Et la deuxième, ça concerne, c'est très difficile, j'imagine, tu l'as dit, et ça a aussi apparu un peu sur les terrains, de déterminer ou de documenter les relations entre Ukrainiens et Bélarusses, parce qu'a priori, on pouvait se dire qu'il y avait un front commun, Loukachenko, allié de Poutine, a réprimé des opposants qui sont partis, et donc naturellement, on pourrait imaginer une forme de solidarité objective entre les Ukrainiens victimes de la guerre et les Bélarusses victimes de la répression. Alors, tu as bien montré les réticences, les difficultés des Ukrainiens envers les Bélarusses, mais est-ce que vous avez réussi à recueillir aussi certains malaises de la part des Bélarusses? Moi, je l'ai eu dans quelques entretiens. En général, c'est un peu en off, ils n'aiment pas trop que ça soit enregistré, ou
sur le fait que justement, on leur reproche de se plaindre alors qu'ils ne se plaignent pas, ils ont bien conscience de l'échelle de la guerre d'une part. D'autre part, on leur refuse de parler russe, ce qu'ils peuvent concevoir, mais en même temps, le bélarus, la langue même bélarusse que eux-mêmes mobilisent, est vue de manière, j'ai le sentiment, comme s'il y avait une certaine condescendance par rapport à cette langue qui est pourtant assez proche de l'ukrainien. Donc, est-ce que côté bélarus, il y a des choses, sachant qu'aussi au niveau politique, le refus, par exemple, de Zelensky de véritablement du gouvernement ukrainien de discuter ou de reconnaître Tsikhanouskaya comme interlocutrice, ça aussi, ça crée aussi des formes de tension. On dit OK, au niveau géopolitique, on peut comprendre, mais dans la durée, c'est quand même difficile de comprendre pourquoi les autorités ukrainiennes elles-mêmes. Il y a eu une petite poignée de main un peu rapide qui a été commentée, mais c'était un peu par hasard que Zelensky a serré la main de Tsikhanouskaya. Mais ce refus, et voilà, il y a un peu ce sentiment qu'ils sont laissés de côté, même s'ils ne mettent pas sur le même plan la tragédie ukrainienne et ce qui se passe au Bélarus. On va peut-être prendre une troisième question et puis après on te laissera répondre, Agnieszka. Donc Olivier. Oui, bonjour à tous. Enfin, je me demande si c'est à moi d'intervenir parce que j'avais une question qui portait plus sur l'objet de recherche qui est la diaspora. Et je pense que Karine et Tatiana sont plus centrées sur le même objet de recherche. Donc, peut-être que ce serait plus logique que elles deux interviennent. D'accord. Et moi, j'interviens dans un deuxième temps. Je suis désolé, j'ai des mains levées qui sont pas dans le bon ordre. Ouais, je ne sais pas. Soit Karine, soit Tatiana. Ou les deux. Ou les deux. Oui, bah peut-être j'y vais. Merci Olivier. Alors, j'ai une question courte, très pratique. On commence à voir arriver des réfugiés russes, des jeunes hommes qui quittent et qui fuient la mobilisation dans l'armée. Et donc, qui viennent entre autres en France. Alors, je suppose que ce n'est pas le premier pays de destination, hein, on l'imagine bien. Mais néanmoins, on commence à en voir arriver en France. Et je me demandais si ça fait partie de l'enquête et de vos sujets d'intérêt, de regarder si de ce côté-là aussi, il y aurait des alliances possibles. Alors, avec toutes les précautions que j'ai entendues et des difficultés de construire ces relations entre différentes diasporas. Voilà. Mais est-ce que de ce côté-là aussi, est-ce qu'entre opposants au régime, il y a des opportunités qui peuvent se créer ou peut-être des envies, en tout cas des démarches qui sont faites dans ce sens-là? Et j'ai une seconde question qui est plus théorique et qui concerne justement cette question qu'on peut lire sous le... Je ne veux pas qu'on garde la deuxième question pour le deuxième volet. Ok, peut-être. Ouais, tu as raison. D'Olivier. Ouais, ça marche. On va laisser Tatiana poser sa question. Bonjour, merci Agnieszka pour cette présentation très intéressante. Moi, j'ai aussi deux questions, mais un peu dans le prolongement justement des questions posées par Ronan. Donc, le premier sur le rapport entre diaspora et le gouvernement en exil et aussi de Svetlana Tikhanovskaya. En fait, est-ce qu'il y a au niveau des associations que vous avez pu voir, est-ce qu'il y a une adhésion unanime? Voilà, est-ce qu'il y a une reconnaissance justement de ces leaders d'opposition en exil. Et donc, voilà, du côté de reconnaissance et du côté peut-être des activités aussi menées en commun. Et deuxième question était plus sur question linguistique. Donc, je voulais savoir si vous avez un peu plus d'éléments sur les pratiques linguistiques des Bélarusses en exil. Voilà, suite au... Enfin, voilà, après 2022 et notamment dans les interactions avec les Ukrainiens. Merci. Ok, donc peut-être je vais répondre. Olga, le colonialisme, le mot colonialisme, il apparaît plutôt pas en contexte de l'identité, mais plutôt de démarche russe, l'histoire du pays. Plutôt en s'adressant à la Russie plutôt que leur propre identité. Tu vois? C'est un peu, il y a une certaine nuance entre les deux. Ils disent pas
moi, je n'ai pas entendu, peut-être je veux dire comme ça, je n'ai pas entendu l'identité postcoloniale. C'est nous, les académiciens, qui utilisent ce mot. Le colonialisme, c'est plutôt en décrivant les démarches de la Russie. Et je ne sais pas, j'imagine, enfin, je crois que tu as raison que les Ukrainiens en Ukraine, ils n'utilisent pas ce mot. Et c'est plutôt ce discours utilisé pour le besoin de la société d'accueil. C'est très, très probable. Ce que moi, je voulais souligner, c'est que pour moi, c'était choquant qu'ils utilisent ces mots. Parce que pour moi, le colonialisme, c'était plutôt le pays du tiers-monde, l'histoire du 19e, début du 20e siècle. Et jamais je n'ai pas... je n'ai vu l'histoire de l'Europe centrale. Et pourtant, j'ai bien de bonnes raisons. Je n'ai jamais vu l'histoire de l'Europe centrale. Je n'ai jamais entendu ce discours du colonialisme. Peut-être même pour certains Ukrainiens, ma présentation fait aussi partie de discours colonial, parce que je fais quand même une sorte de comparaison de deux diasporas qui voudraient plutôt se présenter dans leur contexte à elles, leur contexte national, dans à leurs propres conditions et pas en contexte de la guerre, de l'agression russe. Donc, je ne me sens pas super bien sûre dans ce champ d'études avec le colonialisme, postcolonialisme. C'est un sujet super, super compliqué pour moi, toujours. Il y a de la littérature sur ce sujet énorme qui grandit. En ce qui concerne l'évolution des démarches des organisations depuis février 2022, moi, j'aimerais bien suivre mes interlocuteurs. J'ai toujours peur que si je continue avec ces 25 interlocuteurs, ça va plus devenir... ça va créer peut-être des problématiques, que ces personnes, comment anonymiser leur entretien, leurs paroles, si je les suis tous les 6 mois, par exemple. Mais non, pour l'instant, je ne suis pas revenue vers mes interlocuteurs depuis 6 mois déjà. Oui. Mais tu as raison, ça serait une super bonne étude si je pourrais revenir, refaire, faire un état de lieu avec eux maintenant. La question de Ronan. Alors, on a fait 4 entretiens avec les associations biélorusses en France et 5 en Pologne. On pourrait faire plus en Pologne. En France, on a eu vraiment du mal à trouver des associations et des personnes qui nous feront confiance. Donc, ce n'était pas si facile que ça, j'avoue. Mais c'est aussi les raisons démographiques. Là, la diaspora biélorusse est vraiment assez petite. En ce qui concerne la diaspora en Pologne biélorusse, ils se considèrent vraiment comme des représentants politiques, mais devant les autorités polonaises. Et c'est eux d'ailleurs, plus que les Ukrainiens, toujours je fais une comparaison, je suis désolée, mais qui parlaient des structures de la représentation politique, de la représentation civile, et qui s'organisent, qui représentent un niveau très impressionnant d'organisation non gouvernementales qui créent des réseaux,
qui partagent et qui se coordonnent. Donc, vraiment, la diaspora biélorusse, même si elle n'est pas si nombreuse que l'ukrainienne, elle est impressionnante à ce point-là. C'est eux qui vraiment parlent d'établir une représentation devant au moins les autorités régionales, mais ils parlent de plus en plus de faire une représentation devant les autorités centrales. Donc, mais c'est plutôt leur action s'adresse plutôt aux autorités polonaises et pas ailleurs. En ce qui concerne la diaspora en France, biélorusse en France, pour eux, ma vision, peut-être elle est erronée, mais ma vision, c'est qu'ils essayent de cultiver la langue, la culture, la tradition, les fêtes nationales. Pour eux, c'est une question de survie de la nation et de leur culture. Ils ne parlent pas de la représentation devant les autorités locales, même s'ils le font quand même. Mais ce sont des actions d'une ampleur plutôt basse, plutôt dans certaines villes peut-être, je dirais ça. Je vais revenir, non, une autre question qui portait sur le Biélorusse. Est-ce qu'ils étaient plus ou moins gênés par nos questions concernant les rapports avec les Ukrainiens? Ils étaient un peu moins gênés. Enfin, en France, ils n'étaient gênés pas du tout. Moi, je dirais ça. En Pologne, oui. Certaines ne voulaient pas en parler, mais c'était plutôt les Ukrainiens qui ne voulaient pas qu'on enregistre leurs réponses. C'était surtout en Pologne et c'était surtout les Ukrainiens. Pour moi, les Biélorusses, ils ont cette peine de ne pas être bien compris, de ne pas être bien appréciés peut-être. Je ne veux pas faire une psychoanalyse maintenant, mais c'est ce que je vois d'après nos entretiens ici. La question de Karine, on a fait un entretien avec une association russe en France et une association biélorusse, russe, ukrainienne en Pologne, mais on n'a pas entendu de ce phénomène des hommes russes du tout. On n'a pas eu ça. On n'a pas posé de questions spécifiques non plus, mais ils n'ont pas parlé de ça. Donc franchement, aucun de nos interlocuteurs n'a parlé de ça. Quels que soient des hommes en âge militaire ou d'autres exilés russes. La question de Tatiana, on n'a pas, tu vois, comme ce sont parfois les questions politiques, on n'a vraiment pas approfondi nos questions concernant les rapports avec le gouvernement d'opposition. Mais ils ont tous démontré plutôt leur rapport très positif, le support, l'adhésion aux démarches du gouvernement. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment approfondi le sujet, mais est-ce que c'est vraiment comme ça? Est-ce que vous pouvez donner les détails, des exemples, etc. Mais oui, ils étaient tous plutôt pour leur gouvernement, même si moi j'ai eu l'impression qu'ils étaient parfois délaissés par leur gouvernement. C'est mon interprétation à moi-même qui peut encore une fois être erronée, mais j'ai eu l'impression que eux ils agissent très souvent eux-mêmes sans aucun soutien ou appui de la part du gouvernement d'opposition.
En France, certaines personnes sont retournées à la langue biélorusse. Ils essayent, ils organisent les cours ou au moins les cours aux enfants de la langue biélorusse. En Pologne, il y a aussi une association qui se centre pour cultiver la tradition et la langue. Mais ce ne sont pas des actions de grande ampleur non plus. Merci. Donc, Merci, Agnieszka. Oui, donc on va prendre les questions de Olivier, et puis ensuite Karine. Super, merci. C'était vraiment très intéressant. En fait, comme je le disais, je voulais revenir un petit peu sur l'objet de recherche parce que c'est un objet qui nous réunit un peu peut-être tous ici. Après, je parlerai un peu aussi à titre comparatif de ce que moi j'observe dans l'espace, notre région, en fait, l'espace post-soviétique, parce que moi, je ne travaille pas sur les diasporas en Europe, mais au Kazakhstan. Donc, j'en dirai deux mots parce que je trouve ça intéressant en titre de comparaison. Donc, je voulais faire ce commentaire et puis une petite question après sur les réseaux transnationaux, parce que je trouve que c'est intéressant de les regarder sous cet angle-là. L'objet de recherche, en fait, du coup, la catégorie diaspora, celle qui apparaît en fait on se tutoie peut-être hein, dans ta présentation, elle est très englobante et finalement dans l'analyse que tu en fais, on voit apparaître des représentations et des comportements qui diffèrent en fonction de sous-catégories que tu définis plus ou moins en fait. Hein. Et je me demande si finalement, et ça rejoint la question de Ronan aussi hein, par rapport à que sont ces associations? Est-ce qu'elles sont créées sur une base territoriale? Est-ce qu'elles sont créées sur une base de mandat? Elles défendent des choses particulières? Même leur représentativité, à l'instant, tu viens de parler d'une association qui représentait à la fois les Ukrainiens, les Biélorusses et les Russes. Donc, du coup, on se demande en quoi l'identité nationale, là, elle est véhiculée par cette association. Donc, je me demande si finalement, en créant des sous-catégories, voire des idéotypes un peu plus systématisés dans ton analyse, ça ne permettrait pas de vérifier ou pas s'il y a un déterminisme qui est lié finalement à cette appartenance à cet idéal type ou à des identités sous-diasporiques, hein, si on peut faire plus simple. Et justement, pour peut-être illustrer ça, je voulais évoquer ce que moi j'observe au Kazakhstan, dans un territoire qui est totalement différent des territoires que vous étudiez, y compris les autres hein, dans les projets, Ronan, Tatiana, hein, bien sûr. C'est qu'en fait, on est dans un espace du monde russe, post-soviétique, tout ce que vous voulez, hein, tous les termes qu'il faut aujourd'hui bannir de notre langage de scientifique, mais qui sont toujours une réalité dans le quotidien des gens. Et moi, ce que j'ai observé, c'est qu'en fait, la catégorie diaspora, elle n'est pas du tout opérante. Et qu'il faut bien distinguer la diaspora, celle qu'on peut appeler la diaspora héritée de l'héritage colonial soviétique, c'est-à-dire finalement ce million d'Ukrainiens, c'est 30 000 Biélorusses et c'est 6 millions de Russes qui étaient au Kazakhstan au moment de la fin de l'URSS. Il y a encore aujourd'hui 400 000 Ukrainiens hein, de cette diaspora héritée donc de l'époque coloniale et soviétique. Il y a ensuite les réfugiés qui sont arrivés d'Ukraine, d'accord, depuis 2022 essentiellement, un petit peu en 2014 aussi, hein, du Donbass, mais surtout 2022. Et ces réfugiés, hein, le terme générique de réfugié, qui n'est pas le terme juridique, hein, mais ça inclut beaucoup de personnes qui avaient une origine du Kazakhstan, donc qui ne sont pas vraiment des réfugiés, mais qui retournent un peu dans des familles, et qui donc sont hébergés, qui arrivent à obtenir Vitna Jitelstva, par exemple, très facilement, parce qu'ils peuvent justifier d'une origine kazakhstanaise. Et puis, il y a aussi ces réfugiés qui viennent des territoires actuellement bombardés et qui, eux, ont très peu de possibilités d'obtenir le statut de réfugié parce que le Kazakhstan est finalement très limitatif là-dessus. Il y en a 228, autant dire que par rapport aux millions qu'on trouve ailleurs, c'est très peu. Mais ceux-là sont dans une situation particulière, c'est qu'ils n'ont aucun lien avec le Kazakhstan et donc, déjà, c'est une catégorie à part. Par rapport à la diaspora. Et enfin, il y a une troisième catégorie que je trouve intéressante, et ça rejoindra peut-être la question de Karine, celle qu'elle va développer après, j'imagine, c'est les exilés qui viennent de Russie. Puisque dans ces exilés venant de Russie, il y a beaucoup de personnes, alors des IT-chniques, hein, ce qu'on appelle nos informaticiens, il y en a quand même beaucoup au Kazakhstan, mais aussi ceux qui ne veulent pas se faire mobiliser, qui viennent accompagner souvent de leur conjointe, qui est ukrainienne. Donc il y a beaucoup de couples mixtes. Il y a des Ukrainiens aussi qui avaient migré en Russie dans les dernières années et puis qui se sont retrouvés piégés et qui ne savent pas trop aller. Ils peuvent parfois aller en Ukraine, donc du coup ils quittent la Russie et rejoignent le Kazakhstan. Et donc on voit finalement que
ces différentes sous-catégories de ce qu'on appellerait la diaspora ukrainienne, en fait, eh bien, elles vont se comporter différemment. Et ce qui est intéressant, alors je n'en parle en détail parce que ce n'est pas l'objet du tout de parler du Kazakhstan, mais ce qui est intéressant par rapport à la question coloniale et décoloniale, parce que tu as raison, Agnieszka, moi aussi j'y suis perdu, on a beaucoup de mal à s'y retrouver, mais c'est qu'au Kazakhstan, en réalité, la question, elle se pose plus par rapport aux populations locales, aux Kazakhs, parce que les Ukrainiens, comme je les ai présentés, ils sont issus en fait de l'époque coloniale et de l'époque soviétique, et ils ont fait partie en fait de la colonisation. Il y a même eu un gouverneur militaire de l'Asie centrale qui était un Ukrainien à l'époque de l'Empire russe, de l'Empire tsariste. Et donc du coup, la question en fait du colonial décolonial, elle se pose pas vraiment, puisque les Ukrainiens entre eux n'ont pas cette perception-là. Ils vont pas se définir finalement par rapport à une Russie qui serait coloniale. En tout cas, c'est pas du tout accepté dans la diaspora historique. Elle peut pas tenir ce discours, puisque de toute façon, elle est abreuvée par les médias russes toute la journée, donc elle va pas du tout tenir ce discours. Mais en revanche, les Kazakhs le tiennent. Et les Kazakhs font la distinction entre les Ukrainiens, les Russes et les Biélorusses qui sont au Kazakhstan, qui sont intégrés, etc. Et ces Russes, ces Ukrainiens, éventuellement ces Biélorusses, qui viennent de manière récente, qui ont un combat politique très fort, mais qui finalement, vis-à-vis des Kazakhs, ont un regard très condescendant. Et finalement vont se comporter dans une attitude parfois qualifiée de néocoloniale, voire néo-impériale. Moi, dans mes entretiens, j'ai pu voir des Ukrainiens exilés ou bien réfugiés d'Ukraine qui disaient quand même Kazakhstan n'est pas très développé, quoi. Franchement, puis c'est kazakh, ils parlent kazakh, c'est quoi cette langue, quoi. Enfin, parlons russe. Et ça, c'est mon dernier point. Enfin, c'est que du coup aussi, dans ces lieux de sociabilité dans lesquels vont évoluer les exilés et les réfugiés, donc je distingue de la diaspora historique, en fait, ils évoluent pas du tout dans les lieux de sociabilité de la diaspora. Pas du tout. Parce que cette diaspora, justement, elle est russisée, elle est russophile, et elle ne va pas du tout, elle n'est pas en phase, en fait, avec ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Et du coup, ils socialisent plus dans les réseaux des exilés russes, qui sont majoritaires par rapport aux exilés ukrainiens. Donc on retrouve en fait, et ça moi j'ai pu observer dans des clubs de littérature russes, des Ukrainiens qui viennent, parce que c'est sympa quand même de parler avec des exilés russes qui viennent d'une culture supérieure, plutôt que d'aller se sociabiliser avec des Ukrainiens de la diaspora qui vivent un peu comme des peknos kazakhs dans des villages reculés ou dans des villes, mais qui n'ont pas cette perception en fait de l'identité ukrainienne que eux portent eux-mêmes. Voilà, donc je voulais juste donner ce pas de côté par rapport à votre terrain à vous, tous, y compris la plupart qui étaient ici dans ce webinaire. Et ma petite question, du coup, par rapport aux réseaux transnationaux, parce qu'il n'a pas été abordé, mais un petit peu par Karine à nouveau, en liant du coup d'autres réseaux, je me demandais si, moi je l'observe, mais du coup, est-ce que toi tu l'observes et d'autres peut-être dans ce webinaire, est-ce que finalement, on peut voir des recoupages par rapport aux réseaux transnationaux, donc ukrainiens et biélorusses, mais avec les réseaux russes, les opposants russes, pas seulement ceux qui fuient la mobilisation, qui ne sont pas forcément des opposants russes, mais en tout cas ceux qui ont fui dans les premiers temps, les Géorgiens, la diaspora géorgienne également, voire d'autres. Et là, peut-être qu'on peut voir on va dire, des dynamiques transnationales qui vont être portées peut-être sur la question de la question juridique, du droit international, voire des droits de l'homme de manière générale. Et là, il pourrait y avoir un recoupage avec la question ukrainienne. Ou alors, et moi ce que j'observe, c'est qu'on voit plutôt des réseaux transnationaux qui n'ont rien à voir avec l'Ukraine et qui vont se retrouver, alors les féministes, les réseaux LGBT, les artistes, qui se retrouvent beaucoup entre eux, qui ont fui et qui se retrouvent entre eux. Et du coup, on rejoint peut-être là aussi l'aspect de multiplicité des identités que Olga mentionnait. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que dans ces mobilités et dans ces reconfigurations, eh bien, on peut aussi articuler des liens qui ne sont pas forcément liés à ce qu'on pourrait penser, une mobilisation par rapport à la guerre en Ukraine, ou bien par rapport à un opposant politique, à un leader politique, Loukachenko ou autre, ou Poutine, mais en fait par rapport à un intérêt propre de son identité, être artiste, être gay, être féministe. Et je me demandais si c'est peut-être des choses que l'on retrouve dans tes entretiens, peut-être une lecture croisée de ces identités. J'étais un peu long, désolé, mais j'espère que ça permet d'éclairer certains Olivier, points. pour ce contrepoint kazakh, c'était vraiment très, très utile, très intéressant. On va peut-être prendre la question de Karine. Oui, merci. Qui a un lien, qui est d'une certaine façon en continuité, parce que
je sentais une tension et je me posais la question de, donc dans ce processus particulièrement de l'invasion russe en Ukraine et ce processus que ça ouvre en termes de construction de l'identité nationale, du renforcement du sentiment national. Et du coup, je me posais la question, puisque je sens cette tension avec ce besoin un peu stratégique de construire des alliances avec éventuellement d'autres diasporas. Et dans ces mobilisations et dans ces recherches d'alliances entre diasporas, est-ce que cette construction nationale, vous avez observé, peut être un frein, peut empêcher ces constructions-là? Et effectivement, dans la continuité de ce qu'Olivier vient de développer, oui, forcément, les identités, elles sont multiples et on peut jouer de plusieurs identités. Donc, du coup, ma question, c'est vraiment quelle place finalement prend ce renforcement du sentiment national dans tout ce contexte de mobilisation et de besoins stratégiques d'alliance. Merci. Merci Karine. On va peut-être prendre la question de Anne-Sophie également. Merci de faire court parce qu'on voudrait avoir un peu de temps pour les réponses. Merci, d'accord, je vais faire vraiment court. C'était pour rebondir sur la question du colonialisme qui a de nouveau été abordée par Olivier d'ailleurs, indirectement. L'utilisation du colonialisme, d'après ce que tu disais Agnieszka, c'était plutôt la vision de la Russie comme colon. Et ça, plutôt, et c'est Olga, de ce que j'ai compris, était un peu d'accord avec cette idée, plutôt un message en direction de la société d'accueil. Alors, j'aimerais savoir par rapport à ce message, est-ce que ce message, il est plutôt conçu simplement comme la meilleure méthode pour que la société d'accueil, que ce soit en France d'ailleurs, hein, ou en Pologne, comprenne ce qui se passe, ce qui est en train de se passer, ou est-ce qu'il ne s'agirait pas aussi plutôt d'une sorte de stratégie politique? Cette idée de colonialisme, elle a été utilisée avant hein, comme stratégie politique. Moi, je travaille, alors pas du tout sur l'espace post-soviétique ni sur la Russie, mais sur les Tibétains et donc indirectement sur la Chine. On n'a pas d'espace post-chinois, hein, comme on a un espace post-soviétique. Et là aussi, pour les Tibétains, c'est un discours qui a été tenu. Voilà, on a le colon chinois qui envahit le Tibet en 1951. Ça donne lieu à l'exil du Dalai Lama plus tard. Mais, et c'est ça que je trouvais assez intéressant, c'est que c'est un discours qui a été tenu dans les années 50, dans les années 60, c'est-à-dire au moment où il y avait la décolonisation ailleurs dans le monde et où l'argument était considéré, en tout cas par les dirigeants tibétains, comme pertinent et potentiellement efficace. Là, on est dans un contexte tout à fait différent. Les Tibétains, par exemple, ont complètement abandonné cette stratégie politique, mais c'est quelque chose qu'on retrouve ici chez les Ukrainiens, mais est-ce que c'est vraiment une stratégie politique ou est-ce que c'est plutôt en termes simplement de compréhension par rapport à la société d'accueil? Merci. On va prendre une dernière question avec Olga. C'était pas vraiment une question, mais plutôt un commentaire par rapport à cette idée des interactions entre des Russes, Ukrainiens, Bélarusses. Moi, depuis mon terrain géorgien, justement, à Tbilissi, que j'ai commencé l'année dernière, en 2022, donc moi je vois qu'il y a des lieux où effectivement qui sont assez rares mais qui existent où les trois populations se croisent. Ce sont avant tout les associations et les collectifs d'aide aux réfugiés ukrainiens. Pour le coup, en fait, dans le contexte géorgien, c'est un peu particulier. Un certain nombre de collectifs comme ça ont été fondés par des exilés, par des émigrés russes qui ont dû quitter la Russie à la suite de l'invasion à grande échelle, et donc qui ont atterri en Géorgie. Et la première chose qu'ils ont fait, ils ont fondé ces collectifs d'aide aux réfugiés ukrainiens qui arrivaient depuis les territoires occupés, depuis l'Ukraine, en passant par la Russie, et ensuite en Géorgie. Et donc, en fait, les contacts sont pas simples, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a en plus cette situation un peu étrange où les Russes
qui sont des bénévoles. Au début, en fait, c'était majoritairement des bénévoles russes. Aujourd'hui, les collectifs sont mixtes, russo-ukrainiens. Mais ils se retrouvaient dans la position où ils étaient un peu des reproductions de situations de domination, en quelque sorte, parce que c'était des bénévoles qui aidaient les réfugiés ukrainiens, donc les victimes de guerre. Et en fait, progressivement, ce que j'ai observé, il y a justement ce dialogue qui commençait à se mettre en place, mais pour que ce dialogue, pour pouvoir rendre possible ce dialogue entre les Ukrainiens et les Russes, il a fallu passer par une phase très pratique de commencer à faire quelque chose ensemble. On fait quelque chose ensemble, donc on aide les réfugiés, et ensuite on commence la discussion sur qui, quoi, pourquoi, les identités, etc., et la suite. Mais c'était par le faire que la discussion sur les identités et sur le futur politique venait. Merci Olga, ouais, vraiment ces contrepoints sont vraiment passionnants. Agnieszka, tu veux répondre? Voilà. Peut-être si j'explique un peu le champ d'études, ça va répondre à la fois aux questions d'Olivier et de Karine. Parce que pour nous, dans cette étude, le fait d'assumer les origines biélorusses ukrainiennes était primordial. Donc, des personnes et en même temps des personnes des associations qui réunissent surtout des personnes des origines ukrainiennes et biélorusses en France et en Pologne, que ce soit la deuxième génération, que ce soit une minorité établie dans les régions frontalières depuis longtemps, que ce soit le migrant qui sont venus il y a 2-3 ans ou il y a 10 ans. Pour nous, c'était la question d'assumer leur lien des origines, mais aussi le fait de vouloir cultiver et de s'associer pour cultiver ou pour la portée des actions. Ce n'était pas seulement les actions culturelles, mais aussi humanitaires ou bien autres. Par exemple, maintenir le lien avec le pays d'origine. Il faut dire que les exilés qui sont venus en 2020, en 2022 de l'Ukraine, forcément, ils étaient plutôt exclus de ce champ d'études parce qu'ils n'ont pas eu le temps de s'établir dans le pays d'accueil, de fonder des associations ou d'autres organisations. D'autant plus que eux, ils essayaient de s'installer, ils essayaient de survivre dans de nouvelles circonstances plutôt que se centrer sur la vie associative. Du coup, sans parler des vrais réfugiés avec le statut de réfugiés d'après la Convention de Genève, pour vous dire, il y a seulement 53 personnes qui ont ce statut en Pologne, qui viennent de l'Ukraine, qui ont ce statut de réfugiés de la Convention de Genève. Donc, c'était plutôt ça qui a déterminé notre champ d'études, et en plus, ça déterminait les résultats que nous avons obtenus, j'avoue, qu'on s'est penché sur juste cette diaspora définie dans le sens social et aussi politique, j'avoue, parce que la plupart de notre équipe, ce sont les personnes de sciences politiques. Donc, c'est plutôt les identités nationales qui nous intéressaient, et on n'a pas vu, surtout pas dans la diaspora biélorusse,
c'est d'autres identités, comme tu as évoqué les LGBT, d'autres identités. Mais c'était surtout l'identité nationale, n'empêche que, surtout la diaspora biélorusse agit sur le niveau transnational entre différents pays d'accueil. Ils se réunissent dans différents pays d'accueil et ils font des échanges entre eux via Telegram, via d'autres réseaux sociaux. Mais c'est plutôt l'identité nationale. Karine, est-ce que je t'ai répondu à ta question en disant ça? Okay. Bon, je vais continuer, je vais poursuivre avec la question de Anne-Sophie sur le colonialisme. Alors, tu vois, tout est devenu politique là maintenant. Tout est devenu politique et tous les messages qui sont adressés à la société d'accueil sont devenus les questions politiques. La situation est tellement tendue avec la guerre qui se passe et la situation de la guerre qui se change d'un jour à l'autre. Tout est devenu politique. Donc oui, à mon avis, cette question du colonialisme, c'est d'un côté faciliter les choses, faciliter à comprendre, à faire comprendre la société d'accueil, mais aussi, bien sûr, tu vois, utiliser une force politique, utiliser ce discours qui est peut-être plus efficace pour l'instant, d'où vient l'utilisation de ce mot colonialisme. Mais tu vois, tout évolue. Tout évolue. Peut-être ça va être bien inscrit dans la compréhension de la diaspora, de leur identification et de leur narrative. Juste une petite précision, est-ce que c'est associé au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes? Au droit des peuples? À disposer d'eux-mêmes. Est-ce que les deux sont combinés ou pas? Je ne peux pas te répondre là. Je n'ai pas entendu. Si, j'ai entendu. Mais non, si, non, mais je veux dire, Agnieszka n'a pas entendu cette expression dans ses entretiens, dans ses échanges. On prend une toute dernière question avec Joséphine. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. C'était peut-être plutôt une remarque aussi par rapport à Agnieszka, la question sur les solidarités entre les diasporas, etc. Et la question aussi de l'engagement des nouveaux réfugiés. Moi, sur mon terrain à Lyon, par rapport à ça, il y a une association qui a été créée par des réfugiés ukrainiennes de la guerre en Ukraine. Et où, justement, donc il y a une ancienne association, une nouvelle. Et là, c'est assez intéressant de voir les différences. Pour la commémoration du début de la guerre, il y a eu deux organisations de commémoration, une organisée par la nouvelle association et une par l'ancienne. Et donc, dans la première association, c'était plus à destination des Ukrainiens, des Ukrainiennes. Tout était en ukrainien. Et là, par exemple, les seuls qui ont été invités à parler étaient les Bélarusses à Lyon, qui, eux, ont parlé en bélarusse, sans traduction en français. Là où, par exemple, le 25, tout était traduit en français. Et il y a eu beaucoup plus d'interventions. Il y a eu des Russes, des Géorgiens, des syndicalistes français qui ont pris la parole, mais aussi des associations syriennes. À faire ce parallèle avec ce qui s'était passé en Syrie, ce qui a été fait en Syrie par la Russie et ce qui a été fait en Ukraine. Donc je pense qu'il y a des différences aussi suivant justement ce qu'on disait, à qui on s'adresse et qui le fait. Dans l'association plus ancienne à Lyon, il y a aussi beaucoup de Français ou de Franco-Ukrainiens, alors que sur la nouvelle association, il y a beaucoup plus cette question de l'identité nationale et les seules, j'allais dire, solidarités diasporiques sont avec les Bélarusses, par exemple.
Ces paroles de Joséphine, elles m'ont rappelé d'une chose peut-être qui peut être intéressant pour Karine, Olivier, dans le contexte de leur question, les syndicalistes. Oui, on voit ça en France et en Pologne d'ailleurs, ce qui est un phénomène très nouveau de organisations qui portent sur le droit des ouvriers, de plus en plus, qui réunissent la diaspora en Ukraine avec les Ukrainiens en Ukraine sur la thématique syndicaliste. Mais c'est la seule chose, et assez marginale, j'avoue, toujours, que ça a lieu, mais le mouvement syndicaliste, oui, qui est aussi en lien avec le migrant travailleur ukrainien en Pologne. Bon, ben, merci beaucoup Agnieszka. Hein. Je crois qu'on arrive au bout de ce webinaire. Voilà, ben, écoute, encore un grand bravo pour cette recherche. Hein. C'est très riche. Et puis, c'est vrai on aurait encore aimé continuer, mais bon, les échanges sont encore ouverts. Et puis, ce webinaire va se poursuivre. Donc, notre prochain rendez-vous, ça sera le 7 juillet à la même heure. Et cette fois, on parlera de Coriref. Et on aura 2 membres de Coriref qui vont présenter les premiers éléments que nous avons reçus de notre enquête quantitative de suivi des Ukrainiens en Europe. Voilà, cette trajectoire d'intégration et trajectoire spatiale aussi de ces Ukrainiens en Europe à travers cette collecte d'informations qu'on a opérée depuis le mois d'août dernier. Voilà, ben, je vous remercie à tous et à toutes et à tous. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne journée. Voilà. Agnieszka, tu peux arrêter l'enregistrement? Oui, je vais essayer de le faire. Merci à tous.